pas suivre la cohérence. Quand on réfléchit, on a une solution, mais le cœur dit qu'il faut aller dans l'autre direction. Et donc, une direction qui sera complètement pas logique, il n'y a pas d'issue en réalité, c'est juste le cœur qui parle comme ça. Et ben, le cerveau de l'autre côté, il dit, il a 1000 raisons, il se présente 1000 raisons pourquoi aller par là. Non? Ouais. Et pourtant, tout ça, il faut suivre le cœur, même si on ne sait pas. Même si toi, dans ta vie, tu l'as déjà vécu plusieurs fois, tu ne savais pas. Non. Dans l'affaire Vincent, tu t'es mis en clandestinité. Pour commencer, tu ne savais pas si ça allait terminer dans 2 mois, 1 an, ou... Voilà, mais tu l'as fait quand même. Ah ben, je pensais que ça allait se terminer très vite, mais je ne me souciais pas de ça. Il ne faut pas suivre la cohérence. Quand on réfléchit, on a une solution, mais le cœur dit qu'il faut aller dans l'autre direction. Et donc, une direction qui sera complètement pas logique, il n'y a pas d'issue en réalité, c'est juste le cœur qui parle comme ça. Et ben, le cerveau de l'autre côté, il dit, il a 1000 raisons, il se présente 1000 raisons pourquoi aller par là. Non? Ouais. Et pourtant, tout ça, il faut suivre le cœur, même si on ne sait pas. Même si toi, dans ta vie, tu l'as déjà vécu plusieurs fois, tu ne savais pas. Non. Dans l'affaire Vincent, tu t'es mis en clandestinité. Pour commencer, tu ne savais pas si ça allait terminer dans 2 mois, 1 an, ou... Voilà, mais tu l'as fait quand même. Ah ben, je pensais que ça allait se terminer très vite, mais je ne me souciais pas de ça. Et qu'en est-il de l'avocat? Pourquoi il n'arrive pas lui-même à prendre en main ce dossier? Et pourquoi transmet-il le dossier à la politique de vie? Bon, effectivement, c'est déjà quelque chose qui cloche dans l'histoire à la base. Parce que de l'idée qu'on se fait de la justice, un avocat n'a pas besoin de faire appel à une association pour débloquer un dossier judiciaire de ce genre. Or, c'est très exactement ce qui s'est passé. L'avocat qui faisait partie du bureau de cette association, estimant ne pas faire le poids, a appelé l'association qui m'a envoyé faire le rapport. Et quand moi je l'ai rencontré
le petit garçon, la maman dans le bureau de l'avocat. J'ai eu un entretien rapide avec l'avocat qui m'a dit, que je connaissais déjà d'une affaire précédente, qui m'a dit: Stan, tu m'as l'air de vouloir aider cet enfant, mais si tu veux aider cet enfant, sache que moi je ne peux pas aller plus loin, il faut que je te dise, il faut que tu prennes tes responsabilités et que tu le planques, avec la mère si possible. Donc j'ai immédiatement été briefé par un auxiliaire de justice en fonction, qui lui avouait ne pas pouvoir aller plus loin. Ça c'est gravissime et ça arrive très souvent. Il ne faut pas suivre la cohérence. Quand on réfléchit, on a une solution, mais le cœur dit qu'il faut aller dans l'autre direction. Et donc, une direction qui est complètement pas logique, il n'y a pas d'issue en réalité, c'est juste le cœur qui parle comme ça. Et ben, le cerveau de l'autre côté, il dit, il a 1000 raisons, il se présente 1000 raisons pourquoi aller par là. Non? Ouais. Et pourtant, tout ça, il faut suivre le cœur, même si on ne sait pas. Même si toi, dans ta vie, tu l'as déjà vécu plusieurs fois, tu ne savais pas. Non. Dans l'affaire Vincent, tu t'es mis en clandestinité. Pour commencer, tu ne savais pas si ça allait terminer dans 2 mois, 1 an, ou... Voilà, mais tu l'as fait quand même. Ah ben, je pensais que ça allait se terminer très vite, mais je ne me souciais pas de ça. Maître Jean-Pierre Joseph est avocat au barreau de Grenoble. Il a été amené à traiter plusieurs affaires liées à des minorités ou personnes discriminées en raison de leur démarche spirituelle ou de leur pratique de santé alternative. Il nous parle ici du contexte dans lequel a été publié le rapport parlementaire sur les sectes de 1995, une des premières actions d'envergure entreprises par les pouvoirs publics dans le cadre d'une politique de discrimination contre les minorités spirituelles. Aux alentours du 15 décembre 1995, une équipe de télévision d'une chaîne publique fait un reportage sur un groupe agraire, une communauté agraire, un reportage qui, selon eux, sera sympathique. Donc on les rassure, rassurez-vous, on parlera simplement de votre expérience d'agriculture biologique, il n'y aura pas de problème, etc., etc. Ce que le groupe ne sait pas, c'est que ce reportage sera entièrement truqué, qu'on va mélanger des questions et des réponses, qu'on va couper des phrases, de telle manière que quand il sera diffusé sur les antennes à 1 heure de grande écoute, les gens vont apparaître complètement loufoques. Une semaine après, donc le 22 décembre 1995, est ratifié, à la suite de la ratification par l'Assemblée nationale du premier rapport anti-secte, la liste des 172 mouvements est publiée au journal officiel. Nous sommes le 22 décembre 1995. On peut se dire que c'est une coïncidence, une chaîne publique prépare un reportage qui n'est pas encore diffusé, une semaine après, publication du rapport anti-secte,
Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut quand même préciser que ce rapport anti-secte a été ratifié par l'Assemblée nationale à l'unanimité des 7 députés présents. Donc on a examiné 172 mouvements en 50 minutes. Là aussi, c'est une particularité, ce qui fait 20 secondes par dossier si on calcule bien. Temple solaire, 16 morts de plus. Le 24 décembre 95, ça c'était le massacre du Vercors. Le matin, journal ici en Suisse, le 6 octobre 94. Et voilà toutes les pages de l'époque. Sacrifice programmé, l'horreur au Grange-sur-Salvan, Apocalypse à Chéry. Le fameux massacre de Maureen Heights, un couple et son bébé exécutés. Voilà. Tout ça, c'est l'ordre du Temple solaire. C'est tout l'ordre du Temple solaire, Suisse, France et Québec. C'est toutes mes archives d'il y a plus de 20 ans. Une des premières questions qu'on se pose au début, c'est est-ce que ce sont toutes des morts volontaires ou est-ce qu'il y a une partie d'assassinat? Parce que certains corps sont retrouvés avec des balles dans la tête, d'autres pas. Certains, il y a des barbituriques, d'autres pas. Donc évidemment, chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'il va encore y avoir un massacre derrière? Est-ce qu'il va y avoir encore d'autres fanatiques? Et puis surtout, comment des êtres humains, comme vous et moi en apparence, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, peuvent basculer dans un truc qui nous échappe, qui, pouf, du jour au lendemain, passe dans l'autre dimension. Le 23 décembre, le lendemain de la publication de ce rapport au journal officiel, on découvre, dans le Vercors, 16 cadavres calcinés, et on nous dit, c'est un suicide collectif. Qui est sur les lieux avant tout le monde? Qui va faire 54 interviews en 48 heures? Qui va annoncer à la France entière, moi spécialiste national, grand homme compétent, je vous affirme que c'est un suicide collectif, je vais orienter l'enquête? Réponse, avec des traits d'union, monsieur psychiatre national anti-secte chargé de mission du gouvernement. Le lendemain, comme par hasard, de la publication du rapport anti-secte au journal officiel. 12 jours plus tard, environ, 4 janvier 1996, diffusion sur une grande chaîne nationale à 20h30 d'une émission regardée par beaucoup de monde où on va affoler la France entière avec 2 sujets. Le premier groupe dont je vous parlais tout à l'heure, reportage entièrement truqué, et ce soi-disant vrai-faux suicide collectif où monsieur psychiatre national anti-secte va s'exprimer et va oublier évidemment de dire, parce que normalement il ne le sait pas, il va oublier de nous dire que ces 16 suicidés collectifs ont tous plusieurs balles dans le corps et qu'ils ont été grillés au lance-flammes, ce que nous apprendra le dossier 5 ans plus tard. Le 5 janvier 1996, à 6h du matin, c'est-à-dire moins de 12 heures après la diffusion du reportage, intervention de police et de gendarmerie dans de nombreux groupes minoritaires en France, classés sectes, sur commission rogatoire. Alors les juristes ont compris tout de suite, mais pour les non-juristes, on ne comprend pas. Quel est l'intérêt, quel est le scoop de cette information? Une commission rogatoire, c'est une délégation que donne un juge d'instruction à la police ou à la gendarmerie pour accomplir des actes qu'il ne peut pas faire lui-même. Une commission rogatoire, quand il n'y a pas de plainte, il n'y en avait pas, nécessite que le parquet a demandé à un juge d'instruction d'ouvrir une enquête sur un fait déterminé, une infraction. Quand il n'y a pas de plainte, et si le parquet demande ça, ça veut dire qu'il a reçu des instructions du ministère de la Justice, c'est quelque chose d'un fonctionnement tout à fait normal. Tout ce processus entre la circulaire du ministère de la Justice qui descend au parquet, aux différents parquets de France et qui vont à des juges d'instruction, prend au minimum 3 semaines. Au minimum 3 semaines, on est au lendemain des vacances de Noël, ce qui signifie, et c'est incontournable malheureusement, que les instructions du ministère de la Justice ont eu lieu avant le suicide collectif. Comme par hasard. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Alors évidemment, lorsque nous avons réalisé tout ça, quelques temps plus tard, on s'est demandé, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de lancer artificiellement, de façon concertée, organisée, une grande peur contre les minorités spirituelles? La réponse nous est venue quelques mois plus tard. En 1996, on était au tout début d'Internet. Et le Conseil national de l'ordre des médecins envoie des circulaires par Internet aux rares médecins qui à l'époque avaient déjà Internet, en leur disant
Méfiez-vous des médecines parallèles, méfiez-vous des homéopathes, ce sont tous des recruteurs de sectes. On découvre, dans le Vercors, 16 cadavres calcinés, et on nous dit, c'est un suicide collectif. Qui est sur les lieux avant tout le monde? Qui va faire 54 interviews en 48 heures? Qui va annoncer à la France entière, moi spécialiste national, grand homme compétent, je vous affirme que c'est un suicide collectif, je vais orienter l'enquête? Réponse, avec des traits d'union, monsieur psychiatre national antisecte chargé de mission du gouvernement. Le lendemain, comme par hasard, de la publication du rapport antisecte au journal officiel. 12 jours plus tard, environ, 4 janvier 1996, diffusion sur une grande chaîne nationale à 20h30 d'une émission regardée par beaucoup de monde où on va affoler la France entière avec 2 sujets. Le premier groupe dont je vous parlais tout à l'heure, reportage entièrement truqué, et ce soi-disant vrai-faux suicide collectif où monsieur psychiatre national antisecte va s'exprimer et va oublier évidemment de dire, parce que normalement il ne le sait pas, il va oublier de nous dire que ces 16 suicidés collectifs ont tous plusieurs balles dans le corps et qu'ils ont été grillés au lance-flammes, ce que nous apprendra le dossier 5 ans plus tard. Le 5 janvier 1996, à 6 h du matin, c'est-à-dire moins de 12 heures après la diffusion du reportage, intervention de police et de gendarmerie dans de nombreux groupes minoritaires en France, classés sectes, sur commission rogatoire. Alors les juristes ont compris tout de suite, mais pour les non-juristes, on ne comprend pas. Quel est l'intérêt, quel est le scoop de cette information? Un parent séparé, habituellement la mère, choisit d'amener l'enfant ou les enfants à l'étranger, plutôt que de se conformer aux décisions d'un tribunal, accordant des droits de visite ou attribuant la garde à l'auteur présumé des sévices, ce qui, à son tour, pourrait exposer l'enfant à de nouveaux sévices sexuels. Il est même arrivé que des juges et des avocats, au courant des faiblesses du système judiciaire, conseillent officieusement à certains parents d'agir de la sorte. Ces parents se trouvent donc sous la menace de poursuites criminelles pour leurs actes, aussi bien en France que dans le pays où ils se rendent. C'est extrêmement grave, donc ce qui dit ce rapporteur spécial de l'ONU déjà en 2002-2003. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous avons constaté, parce que, dis-toi bien, quand l'affaire Vincent a éclaté en 2006, ce rapport-là, on ne l'avait pas encore trouvé, on ne le connaissait pas. Même si moi, je travaillais dans le milieu associatif à l'époque, je ne connaissais pas ce rapport. Mais l'affaire Vincent a commencé pour nous au moment où l'avocat de l'enfant m'a dit qu'il fallait que je prenne moi mes responsabilités pour protéger l'enfant. Il m'a dit, moi, je ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire j'ai pris connaissance de ce dossier-là à la demande du président de l'association. On est allé à une réunion où il y avait l'avocat de l'enfant, qui fait partie de l'association pour laquelle je travaillais à l'époque, l'enfant, sa mère. Et après avoir discuté du dossier donc toute l'après-midi, l'avocat m'a pris à partie, et il m'a pris à part, je voulais dire, et il m'a dit, écoute Stan, moi en tant qu'avocat, je ne peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, je me fais briser. Je me fais briser les reins, pour la bonne raison que déjà tout ce que dit l'enfant est plus que certain. Nous sommes dans une problématique de réseau en outre satanique. Ce sont les mots qu'il employait à l'époque. Et le seul moyen qu'il y aurait de sauver l'enfant, c'est que quelqu'un le mette sous protection. Et tu me sembles le mieux approprié pour ça. Voilà comment ça avait commencé. Donc après, pendant notre périple, je dis non, parce que ce que personne ne sait, c'est que Jeannette était avec moi depuis le début dans cette affaire-là. Heureusement, elle ne s'est pas fait remarquer, donc elle n'a pas été inquiétée. Quand je vois tout le nombre de personnes qui ont essayé de me convaincre, à commencer par tous ces cloportes, la politique de vie, qu'il fallait, côté dans le premier, bien sûr, lui c'est un gros vendu, et qu'il fallait que je revienne à la raison, qu'il fallait livrer ce gosse aux gendarmes, etc. Mais c'est épouvantable. C'est la peur. C'est aussi la raison qu'il n'y a pas d'issue. Ils ont tous compris le système, donc ils ont compris qu'il n'y a pas d'issue, c'est un système satanique, c'est dans les plus hautes sphères du pays, et plus haut encore, donc il n'y a pas d'issue. Et ils te disent, mais tu sais à quoi tu es confronté, laisse tomber, tu peux pas.
c'est trop énorme, toi tu peux... C'est trop gros pour jusqu'à toi. quand? Jusqu'à où tu vas aller? Et j'en ai même qui m'ont presque insulté en me disant tu te prends pour qui? Tu te prends pour un dieu? C'est trop gros pour toi, tu es misérable d'oser te mettre en face de ça. Tu es qui toi pour faire ça, hein? On a entendu c'est tout, dingue, hein. on a vraiment entendu tout. Pour aider l'enfant, tu te prends pour Dieu pour faire ça. Ça veut dire c'est que des satanistes qui peuvent dire ça quand même. Hein. Ouais. Et donc effectivement, quand je suis rentré en clandestinité en 2007, là, en fin de compte, c'était pas un détail. C'est pas du tout que je savais pas ce que je faisais. J'ai pas fait ça sur un coup de tête. Qu'on me donne du courant et de la lumière, fabriquons des gadgets grâce au nucléaire, qu'on me mette des compteurs qui communiquent entre eux, qu'on me mette des puces jusque dans les yeux, qu'on me donne un compteur dit communicant. Je veux qu'on sache tout ce que je fais chez moi à tout moment. Y en a qui me critiquent, mais j'ai rien à cacher. Je n'écoute pas nos discours sur les libertés. Paraît que les ondes, c'est pas très bon. Ça mange la tête, ça peut rendre con. Mais moi je m'en fous, je suis déjà crétin. Depuis longtemps, ça c'est certain. Je ne risque plus rien. Qu'on me donne le Linky pour devenir bien soumis, quel qu'en soit le prix. Qu'on me donne le Linky dans ma maison et qu'on m'arrose d'ondes du sol au plafond. Je veux qu'il allume la cafetière car je ne sais plus faire, qu'il éteigne la télé, j'ai la flemme de bouger. On calcule heure par heure ce que j'ai consommé et que l'on en déduise vraiment tout ce que je fais. On m'espionne chez moi, même quand je suis tout nu. Je suis fier de me montrer, car je me crois bien foutu. Mais moi je m'en fous si je ne dors plus à cause des ondes, ça je l'ai lu. Comme ça je pourrais toute la nuit regarder le match et les conneries, Qu'on me donne le Linky pour devenir bien soumis, quel qu'en soit le prix. Demain nous serons tous dépendants, la tête malade, parallèlement. Mais moi je m'en fous, je suis le compte service, toujours content, j'ai le cerveau lisse,